d'être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. La République du Burundi inaugure son consulat général à l'Ayoun, la 6e représentation diplomatique ouverte à l'Ayoun en moins de 3 mois. Toujours ce vendredi, c'est à Dakhla que la République de Djibouti a inauguré son consulat général de Djibouti, la 3e représentation inaugurée à Dakhla après la Gambie et la Guinée. Clôture du 3e forum Maroc-État insulaire du Pacifique et adoption de la déclaration de l'Ayoun. Cette déclaration établit une feuille de route de la coopération entre les deux parties et réitère l'attachement des participants au principe de l'égalité souveraine et au fait que la région du Sahara soit une partie intégrante du territoire marocain. Et puis nous suivrons un reportage à Timhdit dans la province d'Ifrane sur l'opération de vaccination du cheptel national. L'opération va bon train sous la supervision des agents de l'ANSA et les suivis de la pose de boucles d'identification pour une meilleure traçabilité. Bonsoir, la famille royale et le peuple marocain célèbrent aujourd'hui dans l'allégresse le 13e anniversaire de son Altesse royale la princesse Lalla Khadija, un heureux événement qui réitère une fois de plus l'attachement et la pleine cohésion des différentes composantes de la nation marocaine avec le glorieux trône alawite. Les développements tout de suite avec Mariam El Messi. 13 ans, jour pour jour depuis sa venue au monde le 28 février 2007. La naissance de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija, 2e enfant de Sa Majesté le roi Mohammed VI, après son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a illuminé la maison royale. L'heureux événement a été célébré dans la joie et le bonheur par le peuple marocain entier. Et les festivités se sont poursuivies jusqu'au jour de la Haqiqa, le 7 mars 2007. La célébration de ce 13e anniversaire princier vient rappeler les moments de fête que les Marocains ont vécu en ce jour béni. Une occasion de revenir sur les premiers pas de son Altesse royale dans la vie publique, et ce, depuis sa première entrée à l'école princière au Palais Royal à Rabat en septembre 2011. Un parcours scolaire des plus remarquables. على القمم العالية والثريا أيها السادس العظيم سلاما تعبير للورد والريحان فلتسر سيدي وخلفك شعب صادق في إخلاصه متفاني. En décembre dernier, son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija, avait présidé la cérémonie d'inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat et visité ses différents espaces. Chacune de ces apparitions publiques vient perpétuer une longue tradition, celle de familiariser les jeunes princes et princesses de la famille royale au rôle qu'ils seront appelés à assumer au sein d'une société attachée à ses valeurs. Je vous le disais en titre, la République du Burundi inaugure son consulat général à l'Ayoun. Il s'agit de la 6e représentation diplomatique ouverte dans la capitale du Sahara marocain en moins de 3 mois. La cérémonie d'ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta, et son homologue burundais Ezichel Nibigira. C'est la 6e représentation diplomatique africaine qui s'ouvre à l'Ayoun en l'espace de quelques semaines. Le Burundi témoigne à son tour de son attachement au principe de la fraternité africaine et de la légalité internationale. Depuis la fin de l'année dernière, l'Ayoun a connu une forte dynamique diplomatique avec l'inauguration des représentations consulaires de l'Union des Comores en décembre, du Gabon, de Sao Tomé et Principe et de la République centrafricaine en janvier, ainsi que celle de la Côte d'Ivoire en février. Et à Dakhla a noté l'ouverture du consulat général de Djibouti. La cérémonie d'inauguration de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta, et l'ambassadeur de la République de Djibouti au Maroc, Ibrahim Billah Douale. Il s'agit de la 3e représentation consulaire du genre inaugurée à Dakhla. Iman Ablou tout de suite et les détails. C'est la 3e représentation consulaire inaugurée à Dakhla. Après le consulat général de Gambie, ouvert le 7 janvier dernier, et le consulat général de la Guinée, qui a commencé à offrir ses services seulement une dizaine de jours plus tard, la République de Djibouti leur emboîte le pas dans la perle du Sud. Cette action politique
entre dans la droite ligne de la volonté de Djibouti d'affirmer l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. En ce moment où nous fêtons ensemble cette journée historique. À l'heure actuelle, Djibouti préside le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Ce pays a toujours eu un rôle prépondérant dans ses relations avec le Maroc, et particulièrement au sujet de la question de l'intégrité territoriale pour qu'il ne soit pas instrumentalisé par certaines parties au sein des instances de l'UA. De ce fait, Djibouti a constamment défendu les causes du royaume. C'est donc la 9e inauguration du genre dans les provinces du Sud en moins de 3 mois. Depuis fin 2019, l'Aïoun et Dakhla ont connu une forte dynamique diplomatique avec l'inauguration des représentations consulaires de plusieurs pays du continent. À elle seule, l'Aïoun abrite désormais les consulats de l'Union des Comores, du Gabon, de la République de Sao Tomé et Principe, de la République centrafricaine et de la Côte d'Ivoire. Retour à l'Aïoun où se sont achevés les travaux du 3e Forum Maroc État insulaire du Pacifique avec l'adoption de la déclaration de l'Aïoun. Les participants ont réaffirmé leur attachement commun au principe de l'égalité internationale souveraine, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États et que la région du Sahara est une partie intégrante du territoire marocain en saluant le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les détails tout de suite en compagnie de Zakaria Mouqin-Billah. La déclaration de l'Aïoun, adoptée par le Forum, considère que le Sahara est une partie intégrale du territoire marocain, indiquent les chefs de délégation des pays participants. Ces derniers ajoutent que l'initiative marocaine d'autonomie est la seule et unique solution aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Cette déclaration établit une feuille de route de la coopération future entre le Maroc et les États insulaires du Pacifique et fixe un calendrier des réunions entre les membres de ce regroupement durant les prochaines années. 4 axes sont retenus par le Maroc et les pays insulaires du Pacifique pour renforcer leur partenariat. Les changements climatiques, la formation, la santé et la sécurité alimentaire. La réunion de l'Aïoun a permis de faire le point sur l'état actuel et les perspectives d'avenir des relations entre le Royaume et les États insulaires du Pacifique et de mettre en avant les expériences réussies dans les domaines présentant un intérêt stratégique pour les pays de ce groupement. Et sachez que lors d'un point de presse à l'issue justement du 3e Forum Maroc État insulaire du Pacifique, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta, a tenu à souligner que le Maroc respecte, je cite, les attributions du secrétaire général des Nations Unies au sujet de la nomination d'un nouvel envoyé personnel pour le Sahara marocain. Le Maroc, a-t-il souligné, n'interfère pas dans les attributions du secrétaire général des Nations Unies, tout en restant attaché aux principes et paramètres définis par le Conseil de sécurité pour la résolution de la question du Sahara marocain. Les mesures drastiques se multiplient dans le monde pour combattre la propagation du nouveau coronavirus. Le Japon décide de fermer ses écoles et l'Arabie Saoudite d'arrêter d'accueillir les pèlerins à la Mecque. Alors que l'épidémie s'étend désormais bien au-delà de la Chine, un cas de contamination au nouveau coronavirus a été confirmé aujourd'hui au Nigeria, plus exactement au Lagos, le premier d'ailleurs en Afrique subsaharienne. Et puis en Italie, on dénombre désormais plus de 600 contaminations. Plusieurs cas ont été également confirmés en Norvège, au Danemark, en Suède et en Islande. Les derniers développements en Syrie avec la mort de 33 militaires turcs dans des raids syriens. Suite à ces rebondissements, une réunion d'urgence aura lieu dans moins de 3 heures au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réunion a été demandée par les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Estonie et la République dominicaine. Mais déjà dans l'après-midi, le Conseil de l'Atlantique Nord a tenu une réunion d'urgence suite à la demande de la Turquie de mener des consultations sur la situation en Syrie. L'OTAN qui a offert sa solidarité à Ankara sans engagement concret. Pendant ce temps, les présidents russes et turcs Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan pourraient également se rencontrer la semaine prochaine à Moscou sur fond d'accroissement de tensions en Syrie. Et justement, après la mort de ces 33 militaires dans la région d'Idlib, Ankara décide de ne plus empêcher les migrants qui essayent de se rendre en Europe de franchir la frontière.
Notez que ce n'est pas la première fois que la Turquie menace d'ouvrir les portes de l'Europe aux migrants. Les observateurs y voient une manière de faire pression sur les pays de l'Union européenne encore traumatisés par la crise migratoire de l'été 2015 plutôt. Cap sur la Tunisie, après avoir obtenu la confiance du Parlement, le gouvernement d'Ilyes Farfar a prêté serment. Il va devoir s'atteler rapidement à de lourds et épineux dossiers socio-économiques. Les membres du nouvel exécutif ont juré de travailler fidèlement pour le bien de la Tunisie, respecter sa constitution et sa législation et veiller sur ses intérêts économiques. Le gouvernement a donc officiellement pris ses fonctions après cette cérémonie de passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant Youssef Chahed et son successeur. Retour à l'actualité nationale et c'est parti pour la nouvelle opération, la nouvelle campagne de vaccination du cheptel contre les maladies, notamment la fièvre afteuse, pour garantir le bon déroulement de cette grande opération prophylactique au niveau national. Eh bien, les agents de l'ANSA veillent au grain. Exemple tout de suite dans la province d'Ifrane, plus exactement à Timhadit. Les images sont signées Ahmed Fadeli sur un récit de Mounia Marouche. Ce matin, Mimoun reçoit les agents de l'ANSA. Ils sont là pour vacciner son cheptel et ceux d'autres éleveurs de la commune de Timhadit. Cette campagne de vaccination, suivie de la pose de boucles d'identification, permettra également à l'ANSA de disposer d'une base de données sur ses ovins et caprins. Une manière pour garantir la traçabilité des petits ruminants. Les vétérinaires sont venus aujourd'hui vacciner nos moutons et chèvres. Cette opération est très importante car il va les prémunir contre un certain nombre de maladies contagieuses. Concernant les ovins et caprins, ils sont vaccinés contre la clavelée et la peste des petits ruminants et les bovins contre la fièvre afteuse. L'ANSA organise chaque année un certain nombre de campagnes prophylactiques pour protéger le cheptel national contre les maladies contagieuses. Le choix de ces campagnes est fondé sur des prospections de terrain et une surveillance continue opérée par les services vétérinaires et fondée également sur des données épidémiologiques collectées à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. Cette campagne de vaccination a couvert jusqu'à maintenant 70% du cheptel. Elle doit vacciner au total 1 million de têtes d'ovins et de caprins dans la province d'Ifrane. L'université Mohammed V de Rabat a organisé hier une cérémonie de remise des prix d'excellence à ses lauréats qui se sont illustrés dans différentes filières et branches au titre de l'année universitaire 2018-2019. Eh bien, les prix ont été décernés à 223 étudiants majorants. Samir Barka et Oumaima Ramli. Leurs années universitaires ont été marquées par un travail d'arrache-pied, un travail primé lors de cette cérémonie. Avec brio, ils se sont illustrés dans différentes branches. Ils sont plus de 220 lauréats issus de différentes filières de l'université Mohammed V. Je suis lauréat issu de la promotion de 2019 de l'INSIAS de Rabat. Et aujourd'hui, je suis majorant, voilà, donc j'ai été primé par l'université. Donc je suis très heureux et très reconnaissant d'avoir obtenu ce prix. Nous sommes très honorés d'être parmi les lauréats primés et nous encourageons et nous félicitons l'université pour cette belle stratégie qui encourage l'excellence, l'endurance. La persévérance, c'est le mot d'ordre de ce beau parterre. Tous réunis pour promouvoir l'excellence universitaire. Cette cérémonie est une tradition annuelle perpétuée par l'université pour inculquer l'esprit de concurrence chez les jeunes étudiants. Aujourd'hui, l'université Mohammed V est là encore une fois présente comme les années précédentes pour montrer que l'université donne et peut toujours donner de l'excellence et être toujours présente. Présente pour que notre esprit de concurrence, pour notre place au niveau international, puisse être à la hauteur de nos espoirs et espérances. Depuis sa création en 1957, ils ont été plus de 87 000 étudiants à passer par les rangs de la prestigieuse université Mohammed V de Rabat.
Félicitations aux lauréats. Je vous invite à présent à un voyage musical avec des mélodies jazzy et des chansons oniriques et surtout le récital de Sofia Charaï, actrice, photographe et chanteuse, la femme au talent pluriel, a séduit les mélomanes lors d'un concert à l'Institut Cervantes de Casablanca avec l'Atlantique comme inspiration, la Méditerranée comme boussole et un bonheur presque juvénile. Dominique Orlando. De la décontraction et pas mal de coquetterie douce chez Lady Sophia, en référence et pourquoi pas à Lady Day. Et cela fut une constante d'un bout à l'autre de ce récital proposé hier soir à l'Institut Cervantes de Casablanca. Car visiblement l'artiste accompagné de ses deux musiciens a pris beaucoup de plaisir à se produire enfin devant le public de sa ville natale. On n'a jamais autant d'inquiétude que de revenir chanter là où on est né, parce que nos attentes sont aussi plus grandes. Quand on va dans un pays qu'on connaît pas, on n'attend rien de particulier, on va à la rencontre des gens et puis on est très heureux si ça se passe bien. Là, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'attentes, même si on voudrait pas. De la chanson française au répertoire musical espagnol, du jazz à la bossa nova venue de cet autre côté de l'Atlantique, Sofia Charaï s'y faufile toujours très allègrement, il est vrai soutenu par la gravité mélodieuse d'une voix qui ne semble ressembler qu'à la sienne. C'est un peu comme si j'avais pris un grand chaudron et que j'avais mis tout ce qui m'a accompagné depuis que j'ai commencé à faire de la musique jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui m'a aidé à me reconstruire, tout ce qui m'a aidé à avancer sur cette route. Donc Nougaro fait vraiment partie des figures marquantes de ma vie. Le Brésil, évidemment, j'ai l'impression dans une autre vie j'étais brésilienne de toute façon. Le jazz, c'est vraiment le cœur de ma vie et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis née, quoi, j'ai l'impression. Donc toutes ces chansons-là sont au croisement de plusieurs amours de mon cœur, quoi. Comme elle explique elle-même, chanter, c'est l'axe principal de toute sa vie, car cela signifie partager cette joie réelle qui consiste à aller vers l'autre et le recevoir, mais aussi être reçu en retour. Demain samedi soir, à la Fédération des œuvres laïques de Casablanca, elle doit à nouveau se produire et ainsi conforter son si joli credo. Voilà une énième preuve que la musique est la plus belle ode à la diversité et à l'altérité. C'était le club de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.